Je me tenais là comme demoiselle d'honneur, on m'avait dit d'accepter d'être toujours la seconde derrière ma sœur. Mais pendant l'échange des vœux, le marié a soudainement lâché la mariée, m'a regardé droit dans les yeux et a prononcé mon nom devant 300 invités, brisant entièrement le mariage. Debout à l'autel, mon seul travail consistait à tenir silencieusement le bouquet de fleurs pendant que ma sœur, l'enfant chéri de la famille, épousait son fiancé millionnaire. Au lieu de cela, lorsque le prêtre a demandé l'échange des vœux, le marié a regardé au-delà d'elle, a plongé son regard dans le mien et a lâché une bombe qui a brisé notre famille pour toujours. Écoutez bien. Si vous cherchez l'expression « enfant prodige » dans le dictionnaire, vous ne trouverez pas de définition. Vous y trouverez simplement une photo de ma grande sœur, Juliette. Dès ma naissance, 1 an et demi après elle, mon rôle dans notre famille a été clairement défini par notre mère, Brigitte. J'étais la doublure, la remplaçante, le public censé applaudir chaque respiration de Juliette. Nous avons grandi dans une banlieue aisée de Neuilly-sur-Seine, le genre d'endroit où les apparences comptaient plus que tout. Maman était une agent immobilier local dont toute l'image de marque reposait sur l'illusion de la perfection bourgeoise. Juliette, avec ses cheveux blonds éclatants et sa personnalité forte et magnétique, était l'accessoire parfait pour les visites immobilières et les déjeuners mondains de maman. J'étais plus effacée, une brune qui préférait les carnets de croquis aux auditions de danse. Les différences de traitement n'ont jamais été subtiles. Quand Juliette a eu 18 ans, papa et maman l'ont surprise avec une Mercedes classe C flambant neuve, ornée d'un immense nœud rouge dans l'allée. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai hérité du vieux break Peugeot tremblotant de maman, qui sentait légèrement le chien mouillé et dont la climatisation était cassée. Quand Juliette a piqué une crise parce qu'elle n'avait pas eu le rôle principal dans la pièce de théâtre du lycée, maman a appelé le proviseur pour se plaindre. Quand j'ai gagné un concours régional d'art, maman a à peine jeté un coup d'œil au certificat, me disant de débarrasser l'îlot de la cuisine pour que Juliette puisse étaler ses options de robe pour sa soirée de gala. Mais la véritable tragédie n'était pas seulement ce favoritisme flagrant. C'était la façon dont Juliette avait absorbé le narcissisme de maman pour s'en servir comme d'une arme contre moi. Elle a appris très tôt que mes sentiments n'étaient que des dommages collatéraux dans sa quête de la lumière. Puis est arrivé Laurent de Neuville. En fait, c'est moi qui ai rencontré Laurent en premier. C'était une après-midi humide de juillet dans un petit café parisien où je passais mes week-ends à peaufiner mon portfolio de design graphique. Laurent venait d'emménager dans le quartier pour travailler dans un prestigieux cabinet d'architecte. Il a accidentellement renversé mon café glacé, ruinant une esquisse sur laquelle je travaillais. Il était mortifié, s'excusant à profusion tout en essayant désespérément d'éponger le papier détrempé avec de misérables serviettes en papier marron. Nous avons fini par discuter pendant 2 heures. Il était brillant, drôle, et possédait une gentillesse discrète qui m'a tout de suite attirée. Au moment de nous séparer, il m'a demandé mon numéro. Je suis rentrée chez moi sur un petit nuage. C'était la première fois de ma vie que je me sentais vraiment vue par quelqu'un. J'ai commis l'erreur fatale de parler à ma mère et à ma sœur de cet incroyable architecte que je venais de rencontrer. 2 jours plus tard, maman a organisé un barbecue estival. Laurent, qui était nouveau dans le quartier et avait été invité par l'association des résidents, a franchi le portail de notre jardin. Avant même que je ne puisse lui faire signe de la main, Juliette s'est presque matérialisée à ses côtés. Maman l'avait déjà briefé sur les origines familiales du jeune homme. Les de Neuville représentaient la vieille noblesse de province, une famille immensément riche. Pendant tout le reste de l'après-midi, Juliette est restée accrochée au bras de Laurent, riant trop fort à ses blagues et lui décochant ses sourires les plus éblouissants. Maman m'a stratégiquement gardée coincée dans la cuisine, m'aboyant des ordres pour préparer plus de petits fours et remplir les bacs à glaçons. À la fin du mois, Juliette et Laurent sortaient officiellement ensemble. Quand j'ai confronté Juliette à ce sujet, elle a simplement haussé les épaules en appliquant du gloss devant le miroir de ma coiffeuse. « Oh, je t'en prie, Chloé. Il est hors de ta portée de toute façon. Et puis, maman pense que nous formons un meilleur couple. Je suis juste plus présentable. » J'ai avalé la pilule amère, me réfugiant encore plus dans mon travail. Je me suis convaincue que Laurent n'était qu'un homme de plus aveuglé par le charme superficiel de Juliette. Mais ça faisait mal.
Ça faisait mal parce qu'à chaque fois qu'il venait à la maison, il me cherchait, me posant des questions sur mon art, se souvenant de petits détails de notre première conversation. Je faisais des réponses courtes, érigeant un mur pour me protéger. 2 ans plus tard, Laurent a demandé Juliette en mariage. Le soir où ils l'ont annoncé, je venais tout juste d'apprendre que j'étais promue directrice artistique principale dans mon agence. Je suis rentrée à la maison gonflée de fierté, prête à partager ma rare victoire. Au lieu de cela, je suis entrée dans un salon inondé de champagne, de ballons, et où maman pleurait des larmes de joie. Juliette m'a mis un diamant de 3 carats sous le nez. Je me suis forcée à sourire et j'ai offert mes félicitations. Plus tard dans la soirée, quand les invités sont partis, j'ai discrètement mentionné ma promotion à ma mère pendant qu'elle remplissait le lave-vaisselle. Elle n'a même pas levé les yeux. C'est bien, Chloé. Mais s'il te plaît, ne ramène pas tout à toi ce soir. Ta sœur vient d'assurer son avenir au sein de la famille de Neuville. N'essaie pas de lui voler la vedette. Je ne lui vole pas la vedette, maman, ai-je murmuré, l'épuisement de 25 années pesant sur mes épaules. Je voulais juste que tu sois fière de moi pour une fois. Maman s'est enfin tournée vers moi, le regard froid et calculateur. Elle s'est essuyée les mains sur un torchon et a prononcé les mots qui resteraient gravés dans ma mémoire pour toujours. Tu dois accepter ta place dans cette famille, Chloé. Juliette est spéciale. Tu seras toujours la seconde derrière ta sœur. Le plus tôt tu feras la paix avec ça, le plus heureuse tu seras. Si je pensais que le fait d'être la petite sœur négligée était difficile, être forcée de jouer le rôle de demoiselle d'honneur pour le mariage du siècle de Juliette a été une forme spécialisée de torture psychologique. Maman a insisté pour que je prenne ce rôle, non par amour fraternel, mais parce que j'étais une main-d'œuvre gratuite. Juliette a besoin de quelqu'un d'organisé, avait décrété maman. Et tu as beaucoup de temps libre. Au cours des 8 mois suivants, je suis essentiellement devenue une organisatrice de mariages non rémunérés. La vision de Juliette était grandiose et changeait constamment. Elle voulait des pivoines importées de Hollande, une robe en soie sur mesure d'une grande maison de couture à Milan, et une réception dans l'immense domaine familial des de Neuville. Elle a renvoyé 3 véritables organisateurs de mariage parce qu'ils lui ont dit que certaines de ses exigences étaient logistiquement impossibles. Le fardeau est donc entièrement retombé sur moi. J'ai passé mes nuits à créer des tableaux de bord, à négocier avec des prestataires et à apaiser les égos meurtris de traiteurs qui s'étaient fait hurler dessus par la mariée. Tout au long de ce processus, Juliette m'a traitée comme une assistante incompétente. Chloé, les serviettes sont crème, pas ivoire. Tu es aveugle, criait-elle au téléphone. Ou encore, j'ai besoin que tu ailles chercher ma robe chez le couturier tout de suite. Je me fiche que tu aies une présentation au travail. C'est mon mariage. Mais cette proximité forcée autour des préparatifs du mariage a apporté une complication inattendue, Laurent. Parce que Juliette était souvent trop occupée à se faire dorloter ou à assister à des déjeuners chics avec ses riches amis, Laurent et moi avons fini par gérer les cauchemars logistiques ensemble. Quand le fleuriste a menacé de démissionner, Laurent et moi avons conduit jusqu'au cerf pour arranger les choses. Quand le traiteur, le chef blanc, a eu besoin de faire une dégustation finale et que Juliette était trop épuisée par son massage pour y assister, Laurent et moi nous sommes assis dans la grande salle à manger vide pour déguster des truffes et du canard rôti. C'est lors de ces moments volés que les murs entre nous ont commencé à s'effriter. Dépouillé de la présence étouffante de Juliette, l'homme brillant et gentil que j'avais rencontré au café est réapparu. Nous avons parlé d'art, d'architecture, de nos rêves. Il m'a avoué ses angoisses face à l'ampleur du mariage, admettant qu'il préférait quelque chose de petit et intime. Parfois, j'ai l'impression de n'être qu'un accessoire dans la grande production de Juliette, a-t-il dit un soir, en faisant tourner un verre de vin dans la cuisine du traiteur. Il avait l'air fatigué, les cernes sous ses yeux sombres et lourds. Mon cœur s'est serré pour lui, mais j'ai maintenu fermement mes limites. Elle veut juste que tout soit parfait pour vous deux, Laurent. Il m'a regardé, son regard perçant à travers mon mensonge poli. Vraiment, Chloé ? Ou veut-elle juste que ce soit parfait pour elle ? Je n'ai pas répondu. Je ne le pouvais pas. À l'approche du mariage, la famille de Laurent a commencé à arriver. Sa mère,
Éléonore de Neuville, était une femme redoutable au regard perçant et à l'attitude stricte. Contrairement à maman, qui flattait Éléonore de manière embarrassante, Éléonore restait polie mais distante. Le point de bascule s'est produit lors du dîner de répétition organisé dans le cercle de golf très fermé de la région. Maman n'avait reculé devant aucune dépense, plafonnant ses cartes de crédit pour avoir l'air d'appartenir au monde des de Neuville. Juliette était dans son élément, portant une robe de cocktail blanche de créateur, trônant au milieu de l'assemblée. Quand est venu le temps des discours, Juliette s'est levée, faisant teinter son verre de champagne. Ce qui a suivi a été un monologue de 15 minutes entièrement centré sur elle-même. Elle a parlé de son parcours pour trouver la robe parfaite, des efforts qu'elle avait fournis pour trier la liste des invités, et de la chance qu'avait Laurent d'entrer dans sa famille. Elle a à peine mentionné les qualités de Laurent et a complètement ignoré sa famille. J'ai vu le visage de Laurent se crisper. J'ai vu la mâchoire d'Éléonore de Neuville se durcir. Quand Juliette a finalement terminé sous des applaudissements polis et tendus, elle s'est assise et a immédiatement claqué des doigts dans ma direction, à l'autre bout de la table. Chloé, mon verre est vide. Va me trouver un serveur. J'ai senti la chaleur monter à mes joues, l'humiliation me brûlant la gorge. Mais avant que je puisse me lever, la main de Laurent a jailli et a doucement saisi mon poignet sous la table. Chloé est une invitée, Juliette, a dit Laurent, sa voix basse mais empreinte d'une soudaine autorité glaciale qui a imposé le silence aux alentours immédiats. Ce n'est pas ta servante. Tu peux demander au serveur toi-même. La table est devenue silencieuse. Maman a haleté, ses yeux fuyant nerveusement vers Éléonore. Le visage de Juliette a pris une teinte rouge tachetée, le choc réalisant que son fiancé avait osé la contredire en public. Je demandais juste une faveur à ma sœur, Laurent. Mon Dieu, pas besoin d'être si dramatique, a ricané Juliette, essayant de dissimuler le malaise par un rire forcé. Elle te rend des faveurs depuis 8 mois, a répondu doucement Laurent. Laisse-la manger. À l'autre bout de la table, Éléonore de Neuville a croisé mon regard. Elle n'a pas souri, mais elle m'a fait un signe de tête lent et délibéré en signe d'approbation. Pour la première fois, j'ai réalisé que la famille de Laurent voyait exactement ce qui se passait. Ils voyaient Juliette telle qu'elle était vraiment. Plus tard dans la soirée, alors que je rangeais les centres de table, Laurent m'a trouvé dans le couloir assombri du club. Je suis désolé pour ce soir, a-t-il dit en s'approchant, l'odeur de son eau de Cologne au bois de cèdre m'enveloppant. Ce n'est rien, Laurent. J'y suis habitué, ai-je dit, sans croiser son regard. Tu ne devrais pas l'être, a-t-il murmuré. Il a tendu la main, ses doigts effleurant légèrement une mèche de cheveux derrière mon oreille. Ce contact a envoyé une décharge électrique droit dans mon cœur. Tu mérites tellement mieux que la façon dont elle te traite, Chloé. Tu es incroyable. Tu as porté tout ce mariage à bout de bras. J'ai reculé, le souffle court. Laurent, ne fais pas ça. Tu épouses ma sœur demain. Il m'a dévisagé pendant un long et douloureux moment, une tempête muette faisant rage dans ses yeux. Il ressemblait à un homme au bord d'une falaise, essayant de décider s'il devait reculer ou sauter. Je sais, a-t-il finalement soufflé, la voix chargée d'une émotion que je ne pouvais pas entièrement déchiffrer. Je sais. Il s'est éloigné, me laissant seul dans le noir. Je suis rentré chez moi en conduisant, les larmes coulant sur mon visage, terrifié par ce que demain allait apporter, ignorant que la véritable tempête ne faisait que commencer. Le matin du mariage était une leçon magistrale de chaos contrôlé. Nous étions dans un somptueux château sur la côte normande, une propriété à couper le souffle avec de vastes collines descendant vers la mer. C'était la toile de fond parfaite pour le conte de fées artificiels de Juliette. La suite nuptiale ressemblait à une zone de guerre. Juliette en était à sa 3e coupe de champagne dès 9 heures du matin, hurlant sur la maquilleuse que ses pommettes n'avaient pas l'air assez sculptées. Maman courait partout avec un défroisseur vapeur, défroissant agressivement les robes des demoiselles d'honneur tout en lançant des regards venimeux à quiconque respirait trop fort. Chloé, m'a lancé maman d'un ton sec, en me jetant une boîte en velours sur la poitrine. Porte ces boutons de manchette dans la suite de Laurent, et pour l'amour de Dieu, arrange tes cheveux. Tu as l'air de sortir du lit et le photographe du magazine Vogue Mariage sera là dans 10 minutes.
J'ai mordu ma langue, lissé ma discrète robe vert sauge et navigué dans les couloirs labyrinthiques du château jusqu'aux appartements du marié. Quand j'ai frappé et poussé la porte, la pièce était étonnamment silencieuse. Les garçons d'honneur n'étaient plus là. Laurent se tenait seul près de la fenêtre, regardant l'océan Atlantique. Il était déjà dans son smoking sur mesure Dior, d'une beauté dévastatrice, mais ses épaules étaient tendues, remontées jusqu'aux oreilles. « Hey !» ai-je dit doucement, posant la boîte en velours sur une table d'appoint en acajou. Maman a envoyé les boutons de manchette. Il s'est retourné. Ses yeux étaient injectés de sang et il avait l'air entièrement épuisé. Il n'a pas regardé la boîte. Il m'a regardé, moi. Chloé. Il a comblé la distance entre nous, s'arrêtant à peine à 1 mètre. L'air de la pièce s'est soudainement alourdi. « Est-ce que ça va ?» a-t-il demandé. « C'est moi qui devrais te poser la question », ai-je répondu, essayant de forcer un sourire rassurant. « C'est juste le trac d'avant le mariage. Tout le monde a ça. » « Ce n'est pas le trac, » a dit Laurent, sa voix réduite à un murmure grave et rocailleux. Il avait l'air de vouloir dire autre chose, quelque chose d'immense, mais des pas lourds ont résonné dans le couloir. La porte s'est ouverte à la volée et son témoin, Thibaut, a fait irruption. « Tu es là, mon vieux. Le photographe veut les garçons sur le grand escalier. »« On y va », a aboyé Thibaut, tapant dans le dos de Laurent. Thibaut m'a jeté un regard dédaigneux de la tête aux pieds avant de pousser Laurent vers la porte. Laurent m'a regardé par-dessus son épaule, son expression totalement indéchiffrable. 2 heures plus tard, le quatuor à cordes a commencé à jouer le canon de Pachelbel en ré. J'ai marché dans l'allée, serrant mon bouquet si fort que mes jointures sont devenues blanches. J'ai pris ma place à l'autel, sentant le regard collectif des 300 invités de la haute société peser sur mon dos. Puis la musique s'est amplifiée, passant à la marche nuptiale. Juliette est apparue au bout de l'allée, rayonnante dans une robe Givenchy sur mesure qui coûtait plus cher que mes études supérieures. Maman se tamponnait les yeux avec un mouchoir en dentelle au premier rang, rayonnant d'une fierté féroce et triomphante. C'était son chef-d'œuvre, son enfant prodige, décrochant le gros lot. Juliette a atteint l'autel et son père lui a cédé la place. Elle a attrapé les mains de Laurent, affichant son sourire répété et prêt pour les caméras. Le visage de Laurent, cependant, était un masque de pierre. Le père Lefebvre a commencé la cérémonie. Il a parlé d'amour, de patience et du lien sacré du mariage. Les mots semblaient creux, rebondissant sur les plafonds voûtés du grand hall du château. Je gardais les yeux fixés sur le sol, comptant les secondes jusqu'à ce que je puisse tendre l'alliance à Juliette et me retirer à l'arrière-plan, là où était ma place. Et maintenant, a annoncé le prêtre, sa voix résonnant dans le microphone, Laurent et Juliette ont choisi de lire leurs propres vœux. Juliette a commencé. Elle a déroulé un morceau de parchemin épais et texturé. Laurent, a-t-elle roucoulé, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. Dès l'instant où tu es entré dans mon jardin, j'ai su que tu étais la pièce manquante de mon puzzle parfait. Tu m'offres la vie que j'ai toujours méritée. Elle a continué pendant 3 minutes, s'assurant de mentionner l'air de rien leur prochaine lune de miel aux Maldives et la nouvelle maison qu'ils étaient censés faire construire. Laurent a doucement invité le prêtre quand elle a fini. Vos vœux. Laurent n'a sorti aucun morceau de papier. Il se tenait parfaitement immobile, les mains le long du corps. Il a regardé Juliette pendant un long moment. Puis, il a lentement tourné la tête et a regardé au-delà d'elle. Il a plongé son regard dans le mien. Le silence s'est étiré. Il s'est étiré jusqu'à devenir inconfortable, puis insoutenable. Maman s'est agitée bruyamment sur sa chaise. Juliette a donné un coup de coude au bras de Laurent. Un sourire tendu et avertisseur plaqué sur son visage. Laurent, a-t-elle sifflé à voix basse. Je ne peux pas faire ça, a dit Laurent. Sa voix n'était pas un murmure. Elle a été prononcée clairement, directement dans le micro-cravate, résonnant contre les murs de pierre. L'assemblée a halté d'un seul bloc. Maman a bondi de sa chaise. Laurent, qu'est-ce que tu fais? Lis le papier, a exigé Juliette, la voix brisée, son vernis parfait se fissurant instantanément.
Laurent a fait un pas en arrière, lâchant ses mains comme si elles le brûlaient. Il n'a pas regardé sa mariée furieuse, ni la foule choquée. Il a gardé les yeux entièrement fixés sur moi. « Je ne peux pas t'épouser, Juliette, » a dit Laurent, sa voix maintenant assurée, résolue. Parce que la seule personne dans cette famille qui sait vraiment comment aimer, la seule personne à côté de qui je veux vraiment me tenir, c'est Chloé. Mon cœur s'est arrêté. Le bouquet a glissé de mes doigts, frappant le sol en marbre avec un bruit sourd. Le chaos total. Il n'y a tout simplement pas d'autre mot dans la langue française pour décrire avec précision la dévastation absolue qui a éclaté à l'intérieur de la chapelle du domaine. Pendant 3 secondes atroces après que Laurent eut prononcé mon nom, 300 invités de la haute société ont cessé de respirer. Le silence était si profond, si lourd, que je pouvais entendre le léger froissement de la soie alors que les demoiselles d'honneur bougeaient inconfortablement dans leurs robes. Puis, le halètement collectif a frappé les plafonds voûtés, se mutant instantanément en une cacophonie assourdissante de chuchotements frénétiques, de cris et du raclement dur des chaises en bois contre le sol en marbre. Le visage de Juliette, qui arborait jusque-là le masque parfait de la mariée rougissante et innocente, s'est violemment contorsionné en un rictus de rage pure et inaltérée. Elle a arraché ses mains de celles de Laurent, ses ongles manucurés griffant presque l'air. Elle s'est jetée en avant, attrapant les revers de son smoking sur mesure, le secouant avec une force maniaque et terrifiante. « Es-tu fou ?» a-t-elle hurlé. Sa voix, d'habitude soigneusement modulée, était un cri strident et hystérique qui a résonné affreusement dans le micro du prêtre avant que le technicien du son, paniqué, ne coupe heureusement le flux audio. « Tu m'humilies. Tu gâches ma journée. Lis le papier, Laurent. Lis ce foutu papier. » Mais le vrai danger ne venait pas de Juliette. Il venait de ma mère. Brigitte gravissait déjà les marches de l'hôtel à grands pas. Son visage avait pris une teinte violacée terrifiante. Elle a complètement ignoré le marié, sa fureur trouvant sa cible naturelle de toujours, moi. Elle a comblé la distance entre nous en 3 grandes enjambées, pointant un doigt tremblant, orné de diamants, droit entre mes yeux. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a hurlé maman, sa voix vibrant d'une haine si venimeuse qu'elle m'a physiquement soulevé le cœur. « Petite vipère manipulatrice et jalouse. Tu as planifié ça. Tu ne supportais pas de voir ta sœur heureuse, alors tu l'as séduit. Tu l'as montée contre elle. »« Maman, je n'ai rien fait, » ai-je crié, reculant contre le pilier de pierre froide derrière moi. J'étais complètement submergé, étouffant sous le poids écrasant de centaines de regards braqués sur moi. Mon conditionnement de toute une vie a pris le dessus, l'instinct de m'excuser, de me faire toute petite, de prendre le blâme juste pour que les cris s'arrêtent. « Je vais te détruire pour ça, Chloé. Je vais. » Brigitte. Éloignez-vous d'elle à l'instant. La voix a tranché à travers la folie comme une lame de guillotine fraîchement aiguisée. Elle n'était pas forte, mais elle possédait une autorité glaciale et létale qui a instantanément réduit ma mère au silence. C'était Éléonore de Neuville. La mère de Laurent a gravi les marches moquettées de l'hôtel avec la grâce terrifiante d'un super prédateur. Elle portait un tailleur bleu marine impeccable, sa posture irréprochable. Elle n'avait pas l'air troublée ou embarrassée par le spectacle. Elle avait l'air entièrement et dramatiquement vengée. Maman s'est retournée, tentant de sauver sa dignité préfabriquée, bien qu'elle ait l'air complètement dérangée. « Éléonore, je vous en prie. » Il fait une crise de nerfs. Chloé l'a manifestement manipulée. Elle a toujours été jalouse. L'esprit de mon fils est parfaitement clair, Brigitte, a déclaré Éléonore, faisant chuter la température de la pièce de 10 degrés. Elle n'a pas crié. Elle n'en a pas eu besoin. L'acoustique du grand hall a porté ces mots précis jusqu'au banc du fond. Elle a plongé la main dans sa pochette Chanel vintage et en a sorti une épaisse enveloppe Kraft bien remplie. Contrairement à la conscience de votre fille. Éléonore a tourné son regard dévastateur vers Juliette, qui est soudainement devenue aussi pâle que sa robe blanche. Pensiez-vous honnêtement que la famille de Neuville n'allait pas faire ces vérifications, Juliette, a demandé doucement Éléonore, tapotant l'enveloppe contre sa paume. Quand Laurent a commencé à remarquer d'énormes retraits d'espèces inexpliqués et des achats de luxe sur ses cartes noires American Express, il ne vous a pas confronté. Il est venu me voir.
Nous avons engagé l'agence Lambert Investigation, le meilleur cabinet privé de Paris. Juliette a trébuché en arrière, sa main volant à sa gorge. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Laurent, elle ment. Ta mère m'a toujours détesté. Laurent s'est enfin tourné pour regarder Juliette. Il n'y avait plus de colère dans ses yeux, seulement un dégoût froid et profond. J'ai vu les photographies, Juliette. J'ai vu les reçus détaillés. Il a lentement levé le bras et pointé un doigt raide vers le groupe paniqué des garçons d'honneur. Thibaut. Tous les regards dans la chapelle se sont braqués sur le témoin. Thibaut, un ancien camarade d'école de commerce d'habitude si arrogant, s'est complètement figé. Son visage bronzé s'est vidé de tout son sang, prenant une teinte gris cendré maladive. Les autres garçons d'honneur ont immédiatement fait un pas collectif pour s'éloigner de lui, le laissant entièrement isolé sur l'autel. Tu as facturé 60 000 € sur ma carte ces 6 derniers mois, Juliette, a dit Laurent, sa voix résonnant avec une finalité absolue et écrasante. Pour payer les dettes de jeu de Thibaut et pour financer les petits rendez-vous du mardi après-midi que vous avez appréciés tous les deux à l'hôtel Ritz pendant que je travaillais au cabinet. Un silence assourdissant et horrifié s'est abattu sur la salle. Même ma mère a été frappée de stupeur. Sa mâchoire s'est décrochée, ses yeux allant frénétiquement de son enfant chéri au témoin terrifié qui s'approchait de la sortie latérale, puis à l'enveloppe Kraft contenant les preuves indéniables. Sa réalité, si soigneusement construite, se désintégrait sous ses yeux. Les genoux de Juliette ont cédé. Elle s'est effondrée sur le sol en marbre, les couches de soie importées s'amassant autour d'elle comme un parachute dégonflé. Elle a commencé à sangloter, des larmes laides, désespérées et paniquées qui ont ruiné son maquillage sculpté. Laurent, je t'en supplie, a-t-elle gémi, tendant la main pour attraper la jambe de son pantalon. C'était une erreur. Il ne signifiait rien. J'étais juste stressée par la planification du mariage. Je t'aime. Laurent s'est facilement dégagé de son emprise. Tu aimes mon portefeuille. Il l'a corrigé, sa voix dénuée de toute pitié. Tu aimes le statut, les adhésions au cercle privé, et les marques de créateurs. Mais tu ne connais absolument rien à l'amour. Tu traites tout le monde autour de toi comme des moins que rien, en particulier ta propre sœur. Je suis resté silencieux ces 4 dernières semaines, espérant que mon enquêteur se trompait, espérant qu'il y avait une qualité humaine rédemptrice sous toute ta vanité. Mais il n'y en a pas. Le mariage est annulé. Laurent a tourné le dos aux ruines de son ancienne vie. Il a laissé Juliette sanglotant sur le sol et Brigitte fixant le vide de son statut social détruit. Il s'est dirigé vers l'endroit où je me tenais, tremblante contre le pilier. Doucement, tendrement, il a tendu la main et a entrelacé ses doigts aux miens. « Viens avec moi », a-t-il murmuré. Je n'ai pas réfléchi. Je ne pouvais pas réfléchir. Je l'ai simplement laissé me guider. Nous avons redescendu l'allée centrale ensemble, main dans la main. Nous avons avancé à travers un océan de visages choqués, les halètements et les chuchotements frénétiques nous suivant comme un souffle physique. Je gardais les yeux fixés sur les lourdes portes en chêne au fond de la chapelle. Quand Laurent les a poussées et que nous sommes enfin sortis dans l'air frais et salin de l'après-midi, mes poumons ont happé l'oxygène dont ils avaient été privés pendant 25 ans. Nous nous sommes éloignés rapidement de la chapelle, sans nous arrêter jusqu'à atteindre le bord des jardins immaculés du domaine à flanc de falaise, surplombant la Manche agitée. Laurent a fini par lâcher ma main. Il a passé férocement ses doigts dans ses cheveux parfaitement coiffés, les ruinant complètement, et a poussé un long soupir saccadé qui semblait porter le poids du monde. « Je suis tellement désolé », a-t-il dit en se tournant vers moi. La brise marine fouettait autour de nous. Je suis tellement désolé, Chloé. Je n'ai jamais voulu faire de toi un dommage collatéral dans ce cauchemar. Je ne pouvais tout simplement pas les laisser continuer à te maltraiter. Mon esprit vacillait, essayant violemment d'assimiler la chronologie, la trahison totale, et la bombe qu'il avait lâchée à l'hôtel. Tu étais au courant pour elle et Thibaut depuis 1 mois? Oui, a avoué Laurent en regardant l'herbe manucurée. Ma mère voulait que j'annule discrètement, que je gère ça avec les avocats à huis clos. Mais j'ai vu comment Juliette te traitait pendant les dernières semaines des préparatifs. J'ai vu ta mère te rabaisser,
t'insulter et t'utiliser chaque jour. Si j'y mettais fin discrètement, je savais exactement ce qu'elles feraient. Elles auraient réécrit l'histoire. Elles auraient joué les victimes, et elles auraient déversé toute leur amertume et leur colère sur toi. Il a levé les yeux vers moi, son regard brûlant d'un feu protecteur si intense qu'il m'en a coupé le souffle. Je devais tout faire exploser, Chloé. Je devais pratiquer la politique de la terre brûlée publiquement. Je devais l'exposer devant tout le monde, ses amis superficiels, son cercle social, ta mère, pour qu'elle ne puisse plus jamais se cacher derrière leurs mensonges. Pour qu'elle ne puisse plus jamais te faire sentir inférieur. Mais à l'hôtel, Laurent, ai-je murmuré, mon cœur battant si violemment contre mes côtes que j'ai cru qu'il allait les briser. Tu ne l'as pas seulement exposé. Tu as prononcé mon nom. Laurent a réduit la distance entre nous, son regard s'adoucissant en quelque chose d'incroyablement vulnérable. La colère a disparu de son visage, ne laissant qu'une honnêteté brutale. Parce que c'était la pure vérité, a-t-il dit doucement, la voix légèrement brisée par le vent. La seule raison pour laquelle je ne suis pas partie il y a un mois, c'est parce que je ne pouvais pas supporter l'idée de ne plus te voir. Tu es brillante, Chloé. Tu es gentille, talentueuse et vraie. Tu es tout ce qu'elles ne sont pas. Il a tendu la main, paume caressant doucement le côté de mon visage, son pouce effleurant légèrement ma pommette. Je n'attends rien de toi pour le moment, a-t-il murmuré, reculant respectueusement, me donnant l'espace pour respirer. Je sais que c'est de la folie. J'avais juste besoin que tu connaisses la vérité avant que nous les quittions pour toujours. Tu n'es pas la seconde, Chloé. Tu ne l'as jamais été. Nous avons quitté le domaine dans l'audi gris anthracite de Laurent, laissant ma mère et ma sœur hurler dans le vide d'une chapelle résonnante et vide. Alors que nous nous insérions sur l'autoroute, roulant vers Paris dans un silence épais et épuisé, mon téléphone a presque vibré hors du tableau de bord. Il y avait 47 appels manqués de Brigitte. Puis est venue l'avalanche de SMS délirants. Ils ont commencé comme des ordres frénétiques, reviens ici tout de suite. Tu détruis cette famille. Puis ils sont passés à la manipulation pure et simple, Laurent fait clairement une crise psychotique et tu profites de lui. Reviens et aide ta sœur. Enfin, ils se sont dissous en une rage venimeuse pure, petite sociopathe manipulatrice et jalouse. Tu as planifié ça depuis le premier jour. Je regardais l'écran lumineux, voyant les messages s'accumuler. Pour la première fois en 25 ans, la panique ancrée, le besoin désespéré d'apaiser ma mère ne sont pas montés dans ma poitrine. Au lieu de cela, j'ai ressenti une légèreté profonde et incroyable. J'ai éteint le téléphone, le jetant dans mon sac à main. Ça va, a demandé doucement Laurent, les yeux fixés sur la route. La tension quittait lentement ses épaules, bien qu'il serre toujours fermement le volant. Je crois qu'enfin, oui, ça va, ai-je murmuré, appuyant ma tête contre la vitre froide. Les retombées au cours des mois suivants ont été absolues et bibliques. Fidèle à sa parole, Laurent n'avait pas seulement rompu les fiançailles. Il avait totalement détruit l'illusion sur laquelle ma famille avait bâti toute sa vie. Mais couper les ponts n'était pas aussi simple que d'éteindre un téléphone. Dès le lendemain matin, j'ai engagé une entreprise de déménagement professionnel. J'ai demandé leurs 2 déménageurs les plus grands et les plus intimidants, des gars nommés Marc et David, qui ressemblaient à d'anciens rugbymen. C'était un choix calculé, et nécessaire. À mi-chemin de l'emballage de mon salon, les coups frénétiques ont commencé. Chloé, ouvre cette porte tout de suite, a hurlé ma mère depuis le couloir, secouant la poignée en laiton. Marc s'est placé devant la porte, les bras croisés sur son énorme poitrine pendant que je continuais à scotcher un carton de carnet de croquis. « Madame, vous devez reculer », a grondé sa voix grave à travers le bois. « Je suis sa mère. »« Chloé, sors d'ici. »« Tu vas appeler Laurent et arranger ça », a-t-elle crié, sa voix se brisant d'un désespoir que je n'avais jamais entendu auparavant. Je me suis approchée, faisant signe à Marc de s'écarter juste assez pour que je puisse entr'ouvrir la porte de quelques centimètres, laissant la lourde chaîne de sécurité enclenchée. Brigitte avait l'air folle. Ses cheveux étaient en bataille. Son maquillage de la veille avait coulé sous ses yeux, et la perfection bourgeoise du country club avait totalement disparu. « Je n'arrangerai rien, maman », ai-je dit,
d'une voix étrangement calme. Il n'y a plus rien à arranger. Toi et Juliette avez construit une vie sur des mensonges, et le prix à payer est enfin arrivé. Ne me contacte plus jamais. J'ai fermé la porte au nez et à la barbe de ces hurlements qui ont suivi, et j'ai fini de faire mes cartons. J'ai changé de numéro, bloqué leurs adresses e-mail, et j'ai complètement disparu de leur vie. Le retour de karma qui a frappé ma mère et ma sœur a été rapide, brutal, et entièrement de leur propre fait. La conséquence la plus immédiate a été financière. Maman, dans son désir infini de projeter une immense richesse à la famille de Neuville, avait insisté pour signer elle-même les contrats principaux avec les prestataires, les fleuristes et le domaine du château, se portant garante principale. Elle avait supposé qu'Éléonore de Neuville la rembourserait discrètement après le mariage, comme un généreux cadeau. Au lieu de cela, l'équipe d'avocats d'affaires impitoyables d'Éléonore a immédiatement rompu tout lien financier. Ils ont payé pour le smoking sur mesure de Laurent et le dîner de répétition, et pas un centime de plus. Maman s'est retrouvée avec l'ardoise d'un mariage à 140 000 € qui n'a jamais eu lieu. Parce qu'elle avait plafonné ses cartes de crédit et contracté une deuxième hypothèque discrète sur sa maison pour payer les acomptes, les soldes restants l'ont précipitée dans une spirale financière catastrophique. En 6 mois, son agence immobilière si soigneusement entretenue a complètement périclité. Éléonore de Neuville était un pilier de la haute société que maman voulait si désespérément pénétrer. Il n'a pas fallu de campagne de diffamation. Juste un mot discret et digne d'Éléonore lors d'un gala de charité concernant le manque d'intégrité de Brigitte, et maman est devenue une paria absolue. Plus personne ne voulait l'engager pour vendre sa maison. À la fin de l'année, la banque a saisi la maison immaculée de banlieue, avec la longue allée où la Mercedes de Juliette était autrefois garée. Quant à Juliette, sa chute fut presque poétique. Thibaut, le garçon d'honneur pour lequel elle avait jeté son ticket gagnant, a disparu à la seconde où il a réalisé que les avocats de Laurent préparaient des poursuites pour fraude avec l'argent volé sur la carte de crédit. Il a fui à Dubaï, laissant Juliette entièrement seule pour affronter la musique. Dépouillée de la carte noire de Laurent et de son statut convoité de future Madame de Neuville, Juliette s'est retrouvée totalement exilée socialement. Ces demoiselles d'honneur fortunées l'ont bloquée sur les réseaux sociaux. Les boutiques de luxe où elle avait l'habitude de passer ses après-midi ont soudainement cessé de lui offrir du champagne gratuit, lui demandant poliment de partir lorsque ses dernières cartes de crédit ont commencé à être refusées. Elle a même essayé de ramper jusqu'au domaine des de Neuville, se pointant devant leur portail en fer forgé en larmes, suppliant de parler à Laurent. La sécurité privée d'Éléonore l'a poliment escortée hors de la propriété avant même qu'elle n'atteigne l'allée. Aux dernières nouvelles, via une connaissance commune du lycée, Juliette et maman louaient un petit appartement exigu de 2 pièces dans un quartier délabré et bruyant de la ville. Juliette, qui autrefois méprisait quiconque portait du prêt-à-porter de grande distribution, travaillait au comptoir de maquillage d'un grand magasin de milieu de gamme juste pour aider maman à payer les mensualités minimales de son dossier de surendettement. Je ne suis pas restée dans les parages pour regarder les ruines fumer. Laurent et moi n'avons pas non plus plongé immédiatement dans une romance de conte de fées. Les blessures étaient bien trop fraîches, et la trahison de ma famille m'avait laissé de profondes cicatrices. Nous avons commencé purement comme amis, naviguant ensemble dans les lendemains étranges et silencieux de l'explosion. Nous allions dans des petits cafés obscurs, faisions de longues promenades dans le jardin du Luxembourg, et parlions pendant des heures de tout sauf du passé. Il a été infiniment patient. Il savait que j'avais passé 25 ans programmés pour croire que j'étais la seconde option, un choix de secours. Il a passé l'année suivante à me prouver discrètement, par chaque action et chaque mot, que j'étais la seule option qu'il avait jamais vraiment voulu. Si je finissais tard à mon agence de design, il débarquait avec des plats à emporter de mon restaurant thaïlandais préféré, juste pour s'asseoir avec moi pendant que je travaillais. Il a soutenu mon art, m'aidant à monter ma toute première exposition indépendante en galerie. L'amour, lorsqu'il est bâti sur des fondations d'honnêteté absolue et de respect authentique, a le don de fleurir brillamment, même sur une terre brûlée. 1 an et demi après cette journée désastreuse au domaine, par un calme mardi soir dans son appartement, entouré de mes toiles et de ses plans d'architecture, Laurent m'a enfin embrassée. 3 ans plus tard, nous nous sommes mariés. C'était l'antithèse absolue du spectacle artificiel de ma mère.
Il n'y avait pas de robe de créateur, pas de pivoine hollandaise importée, et pas de photographe mondain. Nous nous sommes mariés sur la côte sauvage et venteuse de Bretagne, avec seulement 15 personnes présentes. Éléonore de Neuville était assise au premier rang, enveloppée dans un épais châle en laine, s'essuyant les yeux avec un mouchoir. Elle m'avait pleinement accepté, non pas comme un symbole de statut à exhiber dans son cercle restreint, mais comme la fille qu'elle aimait et respectait sincèrement. Quand est venu le temps des vœux, l'atmosphère était d'une clarté totale. Il n'y avait aucune hésitation, aucune tension sous-jacente, aucun public pour lequel jouer la comédie. Laurent n'a pas regardé au-delà de moi. Il a serré mes mains fort, plongeant son regard droit dans mes yeux, et a promis de me choisir en premier pour le reste de sa vie. Et pour la première fois de ma vie, j'ai su avec une certitude absolue que je ne serai plus jamais dans l'ombre. Parfois, les personnes qui sont censées vous aimer le plus sont celles dont vous devez vous éloigner pour survivre. Ma mère et ma sœur avaient bâti une vie entièrement sur des illusions, et quand la vérité a fini par éclater, leur château de cartes s'est effondré.